Bonjour, je ne suis pas Bob Lennon et vous n'êtes pas en train de regarder un petit playthrough vite fait sur Skyrim de 400 épisodes, non, non, vous avez choisi de vous cultiver et vous regardez une vidéo de grammaire française. Aujourd'hui nous allons parler phrases simples. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de grammaire française. Vous l'avez compris, nous allons parler de la phrase simple. Comment la définir, de quels éléments est-elle constituée et surtout, en quoi peut-elle vous être utile. Pour être tout à fait clair, nous procéderons en deux temps. Tout d'abord, on partira du point de vue de la grammaire prescriptive ou normative, c'est-à-dire la grammaire des Bled et des Becherel. C'est dans ce type de grammaire que vous trouvez ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, les formes correctes et les formes incorrectes. Ces indications sont celles d'abord que vous apprenez quand vous êtes au collège. Ensuite, elles vous seront utiles toujours même si vous êtes encore au lycée, parce que souvent les professeurs, quand on leur rend des rédactions ou des devoirs écrits, conseillent de faire des phrases simples. Donc nous, on va voir ce que c'est qu'une phrase simple, et on va essayer de donner un peu plus d'explications que ce qu'on vous donne souvent quand vous êtes à l'école. Toutefois, la grammaire prescriptive a ses limites. Elle soulève souvent des questions auxquelles il n'est pas toujours possible de répondre par autre chose que par parce que c'est comme ça. Et comme c'est pas très satisfaisant comme réponse, quelques obstinés ne s'en sont pas contentés et ont conçu un morceau beaucoup plus velu de la grammaire, mais 1000 fois plus précis et qui permet surtout de répondre à toutes les questions. Ce morceau, c'est la grammaire descriptive. Toutefois, n'ayez pas peur, même si la grammaire descriptive, par son ampleur un peu plus conséquente que la grammaire normative, peut effrayer quelque peu les étudiants qui voudraient s'y mettre, son gros avantage, c'est surtout de considérer qu'il n'existe aucune faute en français. Dès qu'on dit quelque chose, c'est une forme admise, donc il n'y a pas de faute. Les seules fautes qu'on pourrait faire seraient celles qui font qu'on ne comprend mais plus rien du tout à ce que vous dites. Longtemps de je bonne suis, heure coucher me, là c'est foutu, on ne comprend plus rien de ce que vous dites, donc il y a une faute, on comprend rien. Ou alors si ce que vous dites ne convient pas, mais pas du tout, au contexte dans lequel vous l'énoncez. C'est-à-dire que si vous écrivez pas wesh mec à la fin d'une lettre de motivation, c'est surtout parce que votre lecteur, en vous lisant, il va se dire mais c'est quoi ce mec, il me fait une blague, c'était pour moi ou... Et comme il n'aura pas compris que c'était pour lui la lettre, eh ben vous avez raté, vous avez fait une faute puisque le mec à qui vous vous adressez a pas compris que vous vous adressiez à lui. Donc là, encore une fois, c'est une faute. Mais parce qu'on ne comprend pas ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez dire. C'est un raté dans la communication. Donc c'est pour ça que la grammaire descriptive ne considère aucune faute de la grammaire normative comme une faute. C'est-à-dire que si, après la grammaire normative, on ne peut pas dire après que je sois allé aux toilettes, d'après la grammaire descriptive, on peut dire après que je sois allé aux toilettes. Parce que tout le monde le dit. Donc c'est une forme admise. Les deux grammaires ont leur intérêt. La première, c'est de vous donner des règles et un ordre précis pour que tout le monde comprenne. C'est les règles de base, des trucs qu'on partage tous en commun pour pouvoir se comprendre. La seconde, elle étudie la langue comme un phénomène, pas comme une prescription. Commençons donc par mettre à plat la définition de la phrase simple, telle que nous la donnent les grammaires descriptives. J'ai mis dans la description les titres des grammaires sur lesquels je me suis appuyée pour vous en parler. Tout d'abord, rappelons qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. C'est peut-être du niveau CP, mais ce sont souvent les plus grandes évidences qu'on oublie le plus rapidement. Ensuite, une phrase est un ensemble de mots qui, par leur fonction, apportent un sens complet et cohérent à l'ensemble. Si vous avez un doute sur ce que c'est que la fonction d'un mot par opposition à sa nature, faites un tour sur ma vidéo de grammaire française, ce sera beaucoup plus clair ensuite. Je ne peux pas me permettre ici de répéter tout ce que j'ai déjà dit avant. Donc je compte sur vous. Ensuite, la phrase simple comporte au moins un sujet et un verbe. Elle se définit par le fait qu'il n'y a qu'une seule proposition. Et si vous n'êtes pas au clair non plus sur le terme de proposition, allez voir ma vidéo sur la conjugaison française, ça ira beaucoup mieux ensuite. Et c'est promis, j'arrête de faire de la pub. Toutefois, faites attention. Il nous faut bien un verbe conjugué. Ou alors, vous aurez une phrase nominale. Le problème de la phrase nominale, c'est que c'est difficile de comprendre ce que vous voulez dire quand vous l'utilisez.
Souvent on en lit dans les journaux, ou même sous la plume de Michel Foucault ou Hélène Cixous, qui sont quand même pas les derniers des idiots, n'essayez même pas d'en mettre une seule dans vos copies. C'est ce que vous prescrit la grammaire. Sa prescription, toutefois, n'est pas inutile à celles et à ceux qui ont du mal à exposer leurs idées. Vouloir faire du style quand on a du mal à se faire comprendre, ou même juste quand on débute, c'est normal. Ce serait comme lors de votre toute première leçon de conduite, vouloir semer la police de Gotham, éviter des explosions dérapées entre les jambes d'un T-Rex, non! Calmez-vous, mettez les clés sur le contact, démarrez le moteur, actionnez l'embrayage, passez la première, et avancez. Chaque chose en son temps. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais la définition de la phrase simple telle qu'on vient de la donner pose quand même quelques problèmes. D'abord, ce n'est pas toujours avec une majuscule qu'on commence, c'est avec un point qu'on termine. Même si l'effet de style est interdit au brevet comme au bac, certains auteurs ont beaucoup exploité cette veine. Claude Simon, dans La Route des Flandres, en est un très bon exemple. Mettez la vidéo en pause 2 secondes et cherchez les signes de ponctuation dans cet extrait court que je vous propose. Bien vu, il n'y a strictement aucun point. Alors, si quelqu'un peut écrire un roman avec un seul point à la fin et avoir le prix Nobel de littérature, il faudrait quand même que la grammaire se pose des questions. Ensuite, on a dit tout à l'heure que la phrase avait un sens complet et cohérent. Pourtant, il n'est pas rare de voir ou d'entendre des brèves du type « Dijon, il est accusé de pédophilie pour avoir violé ses enfants, sa femme et son chien ». Si on écoute la grammaire normative, Dijon est une phrase nominale, et ne fait pas partie de la phrase suivante. Dijon comporte un sens complet et cohérent à lui tout seul, et n'a rien à voir avec la phrase suivante. Notre exemple prouve le contraire, on voit bien où est le problème. Enfin, il semblerait que l'unité de la phrase ne puisse être ni divisée, ni rassemblée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une seule phrase pour en faire plusieurs, ou qu'on ne peut pas prendre plusieurs phrases pour en faire une seule. Il est assez évident que cette idée ne tient pas la route. Je vous mets juste un petit exemple que j'ai trouvé dans ton chat. Noun aurait pu tout balancer en une seule phrase, tout balancer en une seule réplique, mais, admettez-le, on aurait quand même beaucoup moins rigolé. Ce qu'on peut affirmer à propos d'une phrase, c'est que c'est la séquence de base de communication au moyen d'une langue. On tape assez dans l'évidence, je pense, pour pouvoir se permettre de dire qu'il n'y a pas d'erreur dans cette affirmation. Ensuite, on peut dire qu'elle est faite de constituants, sans être elle-même un constituant. Les phrases n'ont pas de fonction comme les mots ont des fonctions. Enfin, les phrases s'interprètent comme l'association d'un contenu propositionnel et d'une attitude propositionnelle. C'est le truc un peu technique sur ce point. Par exemple, dans la phrase « J'aime la grammaire », aimer est le contenu, c'est ce dont je suis en train de parler. Et l'affirmation, je dis que j'aime positivement l'attitude que j'adopte vis-à-vis de ce contenu. Je peux d'ailleurs changer l'attitude en disant que je n'aime pas la grammaire. Ça change rien au fait qu'on parle toujours de la même chose. Attitude et contenu propositionnel sont toujours présents dans une phrase. On peut décrire schématiquement la structure d'une phrase de base de la façon qui suit. Complément éventuel, sujet, complément éventuel, verbe, complément éventuel, complément ou attribut, complément éventuel. Mais attention, cette structure est uniquement valable pour les phrases type, genre celles des livres de grammaire. Il peut y avoir beaucoup de modifications et la phrase sera toujours aussi juste. On peut dire « Allô ?» et considérer que c'est une phrase, puisque c'est une séquence de la communication au moyen d'une langue, on est d'accord, et elle s'interprète comme l'association d'un contenu propositionnel. Il y a quelqu'un, un tuyau, et une attitude. Je pose la question. Tout le monde en comprend le sens, d'après la grammaire descriptive, c'est bien une phrase. Mais, c'est quoi un sujet, précisément? Dans le cheval, c'est trop génial! Est-ce que le sujet, c'est le nom, c'est-à-dire cheval? Et dans ce cas-là, c'est quoi la fonction de le? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a dans les phrases des groupements de mots qui font sens ensemble, qui fonctionnent ensemble. Cheval, ça ne fonctionne pas sans le, et de la même façon, le ne fonctionne pas sans cheval. Ces groupes de mots qui font sens ensemble, ce sont des groupements syntaxiques, ou, si vous voulez vous la péter un peu, des syntagmes. C'est la même chose.
Pour repérer ces groupes et les délimiter correctement, il existe 3 manières. Les substituer, les effacer ou les déplacer. Mais toujours en bloc, parce que si vous substituez, si vous effacez ou si vous déplacez seulement la moitié du groupe, votre phrase ne voudra plus rien dire. On va voir un exemple ensemble. Soit la phrase d'exemple « Hier, le joueur du grenier a spammé les boules de feu sur Street Fighter 2 ». Mettons qu'on cherche les syntagmes du début de la phrase. Est-ce que « hier » fonctionne tout seul? Ou alors, ce qui va avec le mot suivant, c'est-à-dire avec le. Pour le savoir, substituons. Je peux remplacer hier par demain, mais je n'aurai pas remplacé le. Dans demain le et hier le, comme le est toujours présent, il n'a pas été substitué. Donc, ils ne vont pas ensemble, puisqu'ils n'ont pas été substitués ensemble. Maintenant qu'on a passé l'exemple facile, posons-nous la même question avec le joueur du grenier. Est-ce qu'on a 2 groupes de syntagmes ou un seul? Est-ce qu'on a le joueur d'un côté, du grenier de l'autre, ou est-ce qu'on a un seul groupe qui fait le joueur du grenier? Si je substitue avec il, pour faire simple, je vois que il du grenier, ça marche pas, ça veut rien dire. Donc, le joueur du grenier fonctionne bien ensemble. C'est un groupe syntaxique. J'aurais pu, de la même manière, effacer une partie du syntagme pour connaître les éléments dont j'ai besoin pour qu'ils fassent sens. Le truc, c'est de repérer à partir de quand mon syntagme ou le reste de la phrase ne veulent plus rien dire. C'est le même principe qui sert pour le déplacement. Un syntagme ne peut être déplacé qu'en entier, sinon ça ne marchera pas. Vous voyez bien que les boules du grenier en spam et le joueur du feu, ça ne veut rien dire du tout. Pour prendre un autre exemple, si je dis « le souris a mangé la chat », je fais une faute, parce que j'ai déplacé des moitiés de syntagme. Et du coup, ce que je dis ne veut strictement plus rien dire. Cette histoire de groupe est très importante pour la suite. Elle permet déjà, dans notre phrase simple, à une seule proposition, de décrire plus précisément les fonctions des mots. Et pour décrire à la fois l'intérieur de ces groupes et les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres, on va utiliser l'analyse en constituant immédiat. L'avantage de ce truc-là, même si ça a l'air un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas le nom, c'est d'intégrer tous les éléments de chaque syntagme pour les expliquer et pour expliquer leur rôle au sein de la phrase. Ça permet de mieux comprendre pourquoi le occupe la fonction sujet avec cheval. Dans le cheval, c'est trop génial. Les constituants immédiats procèdent selon 2 ordres. Le premier est le regroupement linéaire, c'est-à-dire quels sont les éléments qui font partie du même syntagme, c'est ce qu'on a vu. Et le deuxième, c'est l'emboîtement hiérarchique. Comment les différents syntagmes s'organisent les uns par rapport aux autres dans la phrase. Le caractère immédiat d'un constituant est garanti par le fait que x est constituant immédiat de y si et seulement si x n'est pas constituant de z et z lui-même constituant de y. Mais si voyons, c'est le principe selon lequel Lou est marié à Karim si et seulement si Lou n'est pas marié à Pierre et si Pierre n'est pas lui-même marié à Karim. Vous suivez? Les constituants immédiats et les relations qu'ils entretiennent au sein de la phrase peuvent être représentés de différentes manières. En voici 2. La première en arbre, la seconde en parenthétisation étiquetée. Il en existe d'autres, moi j'ai juste fait le choix de vous présenter celle-là. Personnellement, je préfère l'arbre, parce que c'est plus visuel, et puis ça se fait aussi bien avec des phrases longues. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la parenthétisation étiquetée, c'est un poil moins lisible. Par contre, quand vous faites des commentaires grammaticaux sur des textes littéraires, c'est plus pratique sur une copie à écrire. Ça, c'est pour expliquer comment on détaille l'intérieur d'un syntagme, de sa forme la plus développée, la phrase, à la forme la plus restreinte, le mot, en passant par les groupes intermédiaires, groupes nominaux, groupes verbaux et groupes prépositionnels, qui sont les constituants immédiats de la phrase. Il existe entre les constituants immédiats 2 types de relations solidaires, c'est-à-dire que ces relations ne peuvent être séparées l'une de l'autre, elles sont toujours imbriquées. Tout d'abord, il y a une relation intégrative, qui permet à plusieurs mots d'être sur le même plan. Et ensuite, une relation distributionnelle, qui
qui donne les fonctions au sein de la phrase. Ainsi, on peut dire que les fonctions dans une phrase sont les rapports distributionnels qui s'organisent entre les syntagmes. L'avantage de tout ce charabia, c'est qu'une fois qu'on l'a compris, on peut intégrer des éléments qui sont laissés de côté par les grammaires prescriptives et normatives. Genre, c'est quoi la fonction d'une préposition? Une fois qu'on a compris que la préposition, elle fonctionne dans son groupe, on peut chercher la fonction du groupe. Et là, on comprend tout de suite comment une préposition peut être complément. Elle n'est pas complément toute seule, elle est complément au sein de son groupe syntaxique. Très important. Ça apporte aussi plus de précision sur l'utilisation du mot verbe, qu'on utilise, sinon, pour décrire la nature et la fonction des deux en même temps. Ce n'est pas très pratique d'utiliser le même mot pour la fonction et pour la nature. Parce qu'il faut admettre tout de même que la fonction verbale, elle est rarement occupée que par le verbe. Il suffit qu'il y ait un auxiliaire qui se mette de la partie, ou alors des adverbes, et là, on a plusieurs mots. Donc, l'analyse en constituant immédiat apporte aussi plus de précision sur ce sujet. Enfin, elle permet aussi d'expliquer très scientifiquement l'ambiguïté de « la petite brise la glace ». Je vous laisse déchiffrer la parenthétisation étiquetée, mais je pense que vous voyez où je veux en venir, même sans ça. L'analyse en constituant immédiat permet aussi de résumer des phrases longues pour savoir si elles sont, ou pas, des phrases simples. Je rappelle que, comme les phrases s'analysent en termes de propositions, une phrase simple ne comporte qu'une seule proposition. Pour conclure, une phrase simple peut se résumer, d'après l'analyse en constituant immédiat, en groupe nominal plus groupe verbal, c'est-à-dire qu'on n'aura qu'une seule proposition. L'avantage de la phrase simple, c'est qu'elle vous permet d'exposer très clairement vos idées. Si par exemple vous prenez l'article Wikipédia de Game of Thrones, dans la catégorie synopsis, les rédacteurs n'ont utilisé que des phrases simples, justement parce que le synopsis est assez compliqué comme ça. Si on avait utilisé des phrases complexes pour parler de quelque chose qui est complexe, alors dans ce cas-là, on s'en serait plus sorti, ça aurait été le bordel et personne n'aurait rien compris. Donc l'avantage de la phrase simple, c'est d'expliquer et de poser très clairement des choses qui peuvent être compliquées. Moi, mon conseil, c'est quand vous faites une rédaction, quelle qu'elle soit, au niveau collège ou au niveau bac, ça change rien, et que vous avez expliqué des choses un petit peu compliquées ou techniques, à la fin d'une partie, posez clairement ce que vous venez de dire dans une phrase simple, et ensuite faites une seconde phrase pour annoncer ce que vous allez dire ensuite. Ça permet de faire une pause déjà, hein, on redit rien de neuf, on redit ce qu'on a déjà dit, et ensuite de bien cerner là où vous en êtes dans votre réflexion. Enfin, la phrase simple, elle se complexifie très facilement en ajoutant des compléments circonstanciels ou des propositions juxtaposées, coordonnées, subordonnées, mais on verra ça une autre fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre phrase, il faut toujours qu'elle veuille dire quelque chose. Si vous complexifiez sans maîtriser le processus, vous allez avoir des phrases certes longues, mais qui ne veulent rien dire, et donc là, vous aurez raté votre acte de communication, vous aurez fait une faute. C'est mon dernier conseil pour cette vidéo. Faites des phrases simples si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de dire ou si vous n'êtes pas sûr de la façon dont vous voulez les présenter. La phrase simple, elle est à votre service pour exprimer clairement des idées qui peuvent être complexes, mais qui, surtout, doivent être comprises des gens qui vous lisent ou qui vous écoutent. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour poser une question, faire une remarque ou même pour demander un sujet pour la prochaine vidéo. Encore une fois, merci à tous, vous êtes plus de 2000 maintenant sur ma chaîne, c'est vraiment 2000 fois plus que ce à quoi je m'attendais, donc vraiment merci à tous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la grammaire française.